La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Donc bonjour Sophie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour Magali, merci de me recevoir. Mais non, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir parce qu'on est un peu complices et qu'on partage parfois des mêmes visions. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et dire pour nos auditeurs qui tu es? Alors, quelques mots rapides. Donc, Sophie, je travaille aujourd'hui au sein d'Interial. J'ai la chance de m'occuper de la transformation du capital humain et de la RSE. Et j'ai envie de dire que je suis un peu une femme de son temps, âgée de 42 ans, maman de 2 petites filles de 6 ans et demi et 4 ans. Et que donc, comme beaucoup de femmes, j'essaie du mieux que je peux d'équilibrer vie familiale et vie professionnelle pour y prendre du plaisir dans l'une comme dans l'autre. Alors, si je te dis que la charge mentale, puisque nous sommes dans le podcast Stop à la charge mentale, parce que je suis convaincue qu'on peut en tout cas essayer de mettre en place des actions pour faire mieux. Si je te dis que la charge mentale, c'est tout ce qui est ouvert et à faire et qui est dans notre tête, ça te parle? Énormément. La nuit surtout. À la nuit surtout, ouais. Il va falloir qu'on fasse un épisode sur le sommeil qui devient un vrai sujet. Alors, commençons par le perso. Ça te parle à titre perso? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la charge mentale, pour toi, c'est une préoccupation personnellement? Ah oui, c'est une préoccupation personnellement. D'autant plus lorsqu'on a un métier dans lequel on est engagé. Donc, je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Ce n'est pas tant le poste qu'on occupe, c'est l'investissement qu'on y met. Et à partir de là, forcément, vous n'avez pas envie que ça pénalise la vie familiale, la relation avec vos filles ou avec vos enfants. Vous avez envie de pouvoir avoir une vie organisée, bien gérée, malgré ce temps et cet investissement donné à son travail. Et donc, concrètement, la charge mentale, pour toi aujourd'hui, là tout de suite, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui te… Un exemple très concret? Ouais, vas-y. J'ai reçu un mail vendredi soir pour m'expliquer que l'école de mes filles faisait un grand ménage et que donc le lundi 28 et le mardi 29, il n'y avait pas de garderie et pas d'école. D'accord. Oui, c'est un exemple très concret. Donc, ce week-end, j'ai passé un bon week-end. Et alors, dans tes fonctions, donc il y a tout ce qui est transformation et capital humain, donc il y a entre autres toutes les équipes de DRH. Est-ce que ce sujet de charge mentale, tu en constates aussi les effets chez les salariés? Oui, parce que je crois qu'on n'est qu'une seule personne et je pense que ça s'est d'autant plus ressenti de par ce que nous avons vécu, où le travail s'est beaucoup invité dans nos espaces privés, sans que ce soit un choix pour la plupart. Et même si c'est une opportunité organisationnelle, ça c'est un autre sujet, il n'en demeure pas moins que du coup, je pense que ça n'a fait qu'augmenter une charge mentale avec une frontière de plus en plus floue. Donc il me semble, et en tout cas les remontées qu'on peut avoir, c'est on a la chance et on a eu la chance de ne pas connaître de personnes, ou en tout cas d'avoir la révélation de personnes en situation de souffrance. Pour autant, la charge mentale, elle fait partie effectivement du quotidien des collaborateurs. Est-ce que vous faites des suivis, vous avez des indicateurs? Est-ce qu'à un moment donné, en tant qu'entreprise, vous êtes capable de mesurer, c'est-à-dire finalement à quoi tu le vois, concrètement, comment ça s'incarne, et est-ce que vous avez par moment des indicateurs qui permettent de se dire que? Alors, sans que ce soit posé de la manière aussi forte, parce que je ne sais pas forcément si tout le monde met la même chose derrière la notion de charge mentale, on a, à travers les 3 confinements à chaque fois, pris le temps d'interroger nos collaborateurs pour savoir comment ils se sentaient, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue motivation, d'un point de vue engagement, d'un point de vue sérénité, d'un point de vue pour eux, pour leur entourage. Donc ça dit quelque chose quand même. Et ça nous a permis d'ailleurs de voir qu'au fur et à mesure des confinements, même si on avait des collaborateurs qui continuaient à aller bien, cet aller bien diminuait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment mis en place des points avec les RH de proximité pour essayer de faire très régulièrement
ce qu'on appelle un peu des revues de talent pour voir, OK, comment va ton équipe, qu'est-ce qui se passe au sein de ton équipe, c'est quoi le quotidien de ton équipe. Et ça, c'est aussi l'occasion d'avoir des révélateurs et des signaux faibles, même si toute la difficulté des signaux faibles, c'est qu'on les voit beaucoup moins, parce que par définition, on n'est plus en présentiel. Oui. Donc, ça veut dire que sur vous avez fait 3 vagues d'enquête. Oui. Et tu as vu, sur des questions qui étaient les mêmes, une inflexion des réponses ou qui indiquait que les gens allaient moins bien. On est resté sur les mêmes réponses, enfin les mêmes questions, pardon, justement pour nous permettre, comme tu l'as très bien dit, qu'on ait une comparaison. Et c'est vrai qu'on a vu un étiolement. Alors encore une fois, je pense qu'on a fait beaucoup d'accompagnement, donc on a eu cette chance-là de garder ce lien et je pense cet état psychologique, mental et émotionnel bon, n'empêche qu'il s'est étiolé au fur et à mesure des confinements. Alors, donc je le redis, hein, quand on parle de charge mentale, on parle de tout ce qui est ouvert dans la tête. C'est en fait l'effet Zeigarnik, c'est l'idée de dire que quand une tâche est entamée et non terminée, elle va prendre un espace dans la tête et qu'on a plein de tâches entamées et non terminées qui prennent autant d'espace. Est-ce que tu penses qu'une entreprise peut aider les salariés à mieux gérer leur charge mentale? J'en suis convaincue. Mais vraiment, j'en suis convaincue et pour 2 raisons. Il y a la raison qui va être plus humaniste et qui va considérer qu'aujourd'hui, l'entreprise, en tout cas, moi, je crois vraiment que de plus en plus, ce seront ces entreprises-là qui se distingueront et qui attireront certainement les plus beaux talents. Elle a cette responsabilité d'être dans un parcours d'accompagnement de ces talents. Et donc, c'est accompagner lorsque ça va bien, fêter les succès, mais c'est aussi accompagner lorsque ça va moins bien et être capable d'apporter des réponses lorsque justement ça va moins bien. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un jour dans une entreprise où on avait même mis en place ce qu'on avait appelé une référente sociale. De manière tout à fait anonyme, les collaborateurs pouvaient la contacter pour des choses de la vie quotidienne plus ou moins importantes et parfois assez graves finalement. Et voilà, de manière anonyme, je ne savais jamais qui ça concernait, mais je savais que ça pouvait concerner des choses qui m'ont d'ailleurs assez surprise. Et puis d'un autre côté, je pense que si ça ne parle pas à certains dirigeants, j'aurais envie de leur dire que c'est aussi un gage d'efficacité collective. Des collaborateurs qui vont bien, des collaborateurs qui n'ont pas tous ces soucis plus ou moins graves du quotidien, sont des collaborateurs qui sont forcément plus concentrés et plus engagés. Et qui le seront d'autant plus lorsque l'entreprise a été là. On est dans la symétrie des attentions, hein. C'est comme un client par rapport effectivement à sa marque. Hein. À partir du moment où en plus on a été là dans ces moments plus difficiles, on a été capable de les accompagner, il y a en plus une envie naturelle de remercier et de s'engager encore plus. Et c'est une manière aussi de fidéliser. Donc, quel que soit le prisme, je pense vraiment que l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Et que je trouve que c'est… En plus, ça rend… c'est vraiment une mission de l'entreprise que je trouve particulièrement intéressante parce qu'assez nouvelle, avec plein de perspectives et plein de possibilités. Mais alors, ok, donc là ce que tu dis, c'est ça fait sens à tous les niveaux pour une entreprise d'être là quand le salarié a une difficulté, le ou la salariée a une difficulté qui lui complique la vie, et bien entendu que je suis d'accord avec toi. Mais si on va plus loin, aujourd'hui, et on a eu un podcast récemment avec un sociologue qui l'expliquait, les outils numériques de l'entreprise qu'elle met à disposition de ses salariés sont très générateurs aussi de charge mentale. De ce point de vue-là, c'est quoi ta vision et quelle action? Est-ce que vous avez des actions? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est aux individus de se responsabiliser? Est-ce que tu considères que le collectif et les dirigeants ont une responsabilité? Comment est-ce que tu vois les choses là-dessus? Je crois beaucoup à la responsabilité individuelle au sein d'un collectif de travail. Donc, sans vouloir, ce n'est pas parce que j'habite en Normandie, mais j'ai envie de faire un peu les deux. C'est-à-dire que les dirigeants, la culture managériale doit évidemment accompagner cette transformation digitale. On doit sanctuariser des moments de déconnexion. Il faut effectivement pouvoir être capable, parfois de manière peut-être directive, de dire non, ça, c'est pas OK.
Ça, c'est pas dans nos règles. Donc, non, on n'envoie pas des mails où on ne travaille pas pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on est malade, pendant qu'on est en congé maternité. Voilà, il y a des cadres. Et ça me semble effectivement important que l'entreprise soit capable de veiller à ce respect des règles collectives. Et de l'autre côté, je pense que c'est aussi une responsabilité individuelle. C'est-à-dire que je crois aussi que l'individu doit être capable, et je pense que l'environnement de l'entreprise doit l'aider à dire, voilà, moi j'ai besoin d'aide dans ce flux de digitalisation dans lequel je ne me retrouve plus. Moi j'ai besoin d'aide parce que j'ai l'impression d'être submergée. Moi j'ai besoin d'aide parce que… voilà, je crois qu'il ne faut jamais nier l'individu, mais l'individu il appartient à un collectif. Et donc le collectif a sa responsabilité et le dirigeant, évidemment, doit l'incarner. Et ça veut dire que concrètement, chez Interial, vous avez des règles du jeu sur ces sujets-là ? On a commencé, alors il y a eu effectivement des règles du jeu qui ont été mises au moment du premier confinement, justement parce qu'il y a eu une espèce de… voilà, le télétravail n'existait pas, ça a été un peu déstabilisant pour tout le monde et qu'il a fallu donner un peu les règles du jeu en disant c'est pas parce qu'on est en télétravail que le travail c'est 24/24. Donc effectivement, il y a eu cette communication qui a été faite. Elle a été refaite lorsqu'on a mis en place la charte du télétravail pour rappeler ce que c'était le télétravail. D'une part, c'était quelque chose qui était normalement pas subi, mais bien choisi par le collaborateur, et ça c'est important de le rappeler, et que donc effectivement il y avait le temps de travail, et puis le temps qui n'était pas du temps de travail, déconnexion ou autre, appelez-le comme vous voulez. Donc pour autant, je pense que ça fait partie des enjeux, et c'est un sujet qui doit continuer et qui est très très bien porté par notre directrice générale. Donc en fait, tu parles de directrice générale, donc je ne peux pas m'empêcher de poser une question qui va peut-être irriter certains de nos auditeurs. Est-ce que tu penses que les femmes sont plus touchées par la charge mentale que les hommes ? Et est-ce que tu penses que les rythmes de travail dans l'entreprise, tardifs, le week-end, sont plus imposés par les hommes que par les femmes ? Donc là, j'ai deux questions qui ne sont pas faciles. Hein, donc, Oui, ce n'est pas facile, mais si je suis très sincère, et je pense que ma réponse va être irritante alors qu'elle est vraiment sincère et que je pense qu'elle est assez réaliste, même si, évidemment, ça reste une généralité, donc on trouvera des exceptions contraires. Mais oui, je pense que si le sujet est aussi porté et autant porté par Martine, si donc notre directrice générale, c'est parce que c'est une femme, et c'est ça qui est quand même très fort et très puissant chez Interial, c'est qu'on a une direction générale qui prend à bras le corps et qui porte ces sujets-là de transformation, de capital humain, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Donc, ça en donne beaucoup plus de force. Donc, oui, je pense que le fait qu'elle soit une femme, et j'ai travaillé pour des hommes, et j'avais déjà travaillé pour une femme, je vois bien qu'il y a une différence parce que naturellement, la société change, mais elle est ainsi faite que souvent les dirigeants hommes qui sont aujourd'hui dirigeants n'ont pas été très impactés sur l'organisation du quotidien. On sait très bien qu'aujourd'hui, ça bouge et que les jeunes de 30 ans, lorsqu'ils seront dirigeants dans quelques années, ou lorsqu'ils sont dirigeants aujourd'hui, ils vont déposer leur enfant à l'école. Donc, ils ont ce souci-là de ne pas mettre une réunion à 8 heures. Bon, eh bien, le dirigeant qui ne l'a jamais fait, donc qui est souvent, et je le dis vraiment, même avec le sourire, il n'y a pas d'animosité du tout, mais forcément, lui, il aura moins, il s'inquiétera moins de ça. Et puis, souvent, quand l'exemple que je vous racontais sur les 2 jours d'école fermés, je ne suis même pas sûre que ça arrivera jusqu'à lui. Je suis peut-être un petit peu dure quand je dis ça, mais voilà. Donc, je pense que oui, il y a quand même, en tout cas, générationnellement, une différence selon que le sujet est porté par une femme ou un homme. Et les stats disent que les femmes sont beaucoup plus impactées par la charge mentale. Est-ce que tu le constates aussi dans les salariés de l'entreprise et comment est-ce que tu le constates ? Est-ce que tu as des cas concrets où tu te dis bah ouais, là c'est encore tombé sur une femme ce sujet-là plutôt que sur un homme sur un sujet de charge mentale ? On l'a vécu, il y a eu un exemple où on a vraiment accompagné quelqu'un qui était une femme en difficulté et on s'est donné beaucoup de mal et elle nous a d'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, beaucoup remercié et moi j'ai senti vraiment quelqu'un qui était assez touché parce qu'on a vraiment été en accompagnement.
euh, de ce que j'ai pu constater, que ce soit chez Interial ou dans d'autres vies professionnelles, c'est vrai que les femmes sont souvent généralement plus touchées par la charge mentale et qu'on est plus sollicité par des femmes sur ce sujet-là. Donc, je ne dis pas que ça n'arrive jamais du côté des hommes, mais c'est plus généralement les femmes qui vont nous solliciter ou qui vont nous remonter des difficultés. Est-ce que sur le sujet des règles du jeu, par exemple pour les outils, vous pourriez aller jusqu'à envisager, par exemple, de couper les serveurs? Alors, on s'est posé la question de le faire. On n'a pas pu le faire pour des questions outils, justement, ça a été un petit peu compliqué, mais on s'est posé les questions de le faire. Et aujourd'hui, la règle du jeu, c'est justement pas de mail après 20h30 et pas de mail le week-end, quoi. Et c'est vraiment un engagement qu'a pris le top management, qu'il a respecté. Ça a été assez on-off parce que c'était quelque chose d'assez pratiqué finalement. Encore une fois, ce n'était pas malveillant, mais c'était comme ça. C'était un rituel, une façon de travailler. Et je pense que notre rôle en tant qu'entreprise, et ça, mais vraiment, c'est essentiel de sanctuariser. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps, à un moment donné, de se dire, je déconnecte. Et si moi, je n'ai pas envie de déconnecter parce que je ne l'impose pas à l'autre, et nécessairement, quand je lui envoie un mail, qu'on le veuille ou non, je lui impose mon rythme. Et ça, ce n'est pas collectif. Et alors, tout à l'heure, tu disais, j'aime bien, mais si je vais un peu plus loin, tu disais, il y a aussi la responsabilité individuelle. Mais qu'est-ce que ça dit d'une entreprise, finalement, un collectif de dirigeants où tout le monde travaille beaucoup? Enfin, dans l'absolu, c'est-à-dire, on voit des collectifs où il y a une espèce de fierté au temps de présence, alors qui a un peu changé avec le télétravail. Mais oui, si on finit tard, on est important. Si on reçoit des mails tout le temps, bah, c'est un signe d'importance. Et finalement, est-ce que c'est un signe de bonne santé d'un collectif? Moi, je ne pense pas du tout. Et alors, j'ai commencé en travaillant en cabinet d'avocat et c'était très drôle parce que 2-3 soirs par semaine, il fallait faire ce qu'on appelait des nocturnes. Et moi, je n'ai jamais réussi à participer aux nocturnes parce que je suis une couche-tôt et que de toute façon, au bout d'un moment, mon cerveau, il sature, mon petit cerveau sature et que donc je l'ai laissé toujours en disant faites votre nocturne sans moi. Et je ne crois pas que ce soit un signe ni de bonne santé ni d'efficacité. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences, hein, donc c'est neurologique. Le cerveau, il a besoin de temps de pause, il a besoin de temps de respiration, il a besoin de temps d'aération. Donc, encore une fois, en termes d'efficacité collective, en termes de collectif de travail, c'est d'autant plus la responsabilité du dirigeant individuel qu'il y gagnera en performance. Et encore une fois, c'est physiologique, c'est scientifique. Donc, c'est même pas les RH qui sont bienveillants. Non, c'est la performance de l'entreprise qui est en jeu. Donc finalement, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, alors, que c'est nécessaire à plein de niveaux, hein, tu as parlé de valeurs humaines, mais aussi de valeurs d'efficacité, et tu as beaucoup dit que le collectif de dirigeants ou la dirigeante, dans votre cas, avait besoin d'être exemplaire. C'est-à-dire que finalement, c'est un sujet qui cascade et sur lequel tout le monde doit donner l'exemple. Ouais, si j'osais, je citerais Einstein qui disait le meilleur exemple, le meilleur moyen d'influer, et c'est le seul, c'est en donnant l'exemple, quoi. Et je crois qu'une culture d'entreprise, c'est d'abord le fait d'intégrer des pratiques de travail, des comportements. Donc, c'est je regarde comment fonctionne mon manager et comment fonctionne… Et j'applique. Donc, évidemment que l'exemplarité, le fait de donner l'exemple, parce que le mot exemplarité, il peut paraître un peu… voilà, bon, personne n'est exemplaire, on a tous nos failles et ça en fait partie aussi, mais en tout cas, donner l'exemple, c'est essentiel sur ces sujets-là. Et en plus, dans des métiers comme les nôtres, qui travaillons dans la santé, notre métier, c'est un métier pour prendre soin de l'adhérent. Donc, comment est-ce qu'on peut être crédible si on ne prend pas soin de nous et de nos collaborateurs? Donc, on doit le porter encore plus, se prendre soin. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui tient à cœur à notre directrice générale et à l'équipe qui l'entoure, quoi. Non, mais je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant qu'une patronne de la transfo dise finalement pour transformer, il faut incarner et donner l'exemple.
Et je suis bien sûr 200% d'accord, mais je trouve que c'est important de le dire et que ça vienne de quelqu'un qui a ce type de fonction, parce que la transformation, elle se décrète pas, elle se montre beaucoup et elle montre à voir pour que les gens soient convaincus que eux aussi peuvent essayer à leur tour. Et que moi, je le dis souvent, mais je suis pas la seule à le dire, hein, puisque là aussi, on a des sociologues qui ont travaillé avec nous sur ce sujet-là. Toutes les petites phrases en bas des mails qui disent vous n'êtes pas obligé de lire ce mail maintenant, vous pouvez attendre un moment où vous travaillez, sont des phrases qui donnent bonne conscience à l'entreprise, mais qui n'ont aucune efficacité. Et soit on envoie le mail, soit on l'envoie pas. À partir du moment où on l'a envoyé, quelque part, on est allé prendre un bout de l'attention de la personne à qui on l'adresse. Et alors, au-delà de la responsabilité individuelle, parce que je te rejoins, mais il faut aussi l'autorisation à. C'est-à-dire Exactement. que voilà, je peux le faire si je sais que ça va être accepté. Et ça dépend beaucoup de mon manager direct. Donc il faut que ça cascade. Oui, je suis d'accord. Et quand un collaborateur arrive dans une entreprise, ça dit beaucoup de choses. C'est ce que je dis souvent. Ça dit quelque chose de voir l'horaire des mails, la façon de travailler, etc. Oui. Ça dit quelque chose de la culture. La culture, c'est que des choses que j'intériorise. Hein. Oui. Ce que je dis, c'est du discours. Absolument. Mais en fait, la culture, c'est des choses intériorisées que j'ai intégrées, que j'ai vues et donc que je reproduis. Oui. C'est les sciences comportementales qui ont très bien montré ça. Donc, c'est essentiel, effectivement, que ce soit dans nos comportements, que je sois dans le prendre soin et dans la prévention, et donc dans la charge mentale des collaborateurs. Mais est-ce que ça veut dire que ça peut être des sujets où vous iriez jusqu'à en faire un élément d'évaluation ? Moi, j'ai envie d'aller vers ça. D'accord. Alors, il y a plein de choses encore. On fait énormément de choses et on a plein de jolis projets. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises parlent de la QVT. Moi, aujourd'hui, nous, on fait le choix de ne pas parler de QVT, mais de parler de la politique de prévention et de santé des collaborateurs. C'est beaucoup plus profond que la QVT. Oui, parce que pour beaucoup d'entreprises, la QVT, ça va être le baby-foot, donc ils sont super contents, ils font de la QVT. Mais la QVT, c'est quoi ? C'est être capable de prendre soin du collaborateur et dans un parcours d'accompagnement de ce collaborateur. Et donc, c'est beaucoup plus puissant et forcément plus authentique et plus engageant pour l'entreprise que de mettre un baby-foot. Je ne critique pas le fait de mettre un baby-foot, c'est pas super, ce n'est pas du tout ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que, en tout cas, on a envie d'aller plus loin que d'aller dans la QVT en déployant vraiment une politique de prévention, de santé auprès de nos collaborateurs. Et on a commencé à le faire par une chose qui peut paraître très simple, mais sur lesquelles on a des retours extrêmement positifs et qui disent beaucoup de choses aussi en termes de signal. Tous les matins, on a un rituel collectif. À 8h50, on a une sophrologue qui nous réunit pendant 10 minutes pour nous apprendre à respirer ensemble et à prendre le temps de commencer la journée. Voilà, ça dit quelque chose et je pense que c'est assez fort de le faire ensemble et de se donner, tu parlais tout à l'heure de s'autoriser à prendre ce temps-là. Et tu as beaucoup de participants à ce temps ? Alors, on a en moyenne une 50aine de participants. Ça dépend des périodes de vacances, ça dépend un peu des jours, mais globalement, on a en moyenne une 50aine de participants. Oui, c'est un retour positif. Oui, bien sûr. Ce n'est pas toujours les mêmes, on sent qu'on a toujours une vingtaine de noyaux durs. Et je pense que voilà, on est vraiment satisfait parce que je pense qu'on parlait des comportements et des choses qui sont intériorisées. Je pense que le signal est important et une 50aine de personnes qui se réunissent tous les jours, qui ont été contents d'en témoigner récemment par vidéo d'ailleurs. Oui, c'est ça, vous avez fait du faire savoir aussi sur ce sujet-là. Oui, exactement. Non, mais c'est une initiative que moi, je considère comme hyper percutante parce qu'elle dit plein de choses, elle témoigne de plein de choses et qui en plus est innovante. Il y a pas beaucoup, moi, je ne connais pas d'entreprise qui ait pu faire la même chose. Et ça fait vraiment du sens en termes de rituels. Nous, on travaille beaucoup sur les rituels qui permettent de gérer son stress. Et là, on est sur un rituel qui est hyper efficace. Écoute, j'ai une dernière question pour Sophie, maman et cadre dirigeante. Et si tu avais un truc à partager qui t'aide à gérer ta charge mentale avec nos auditeurs et nos auditrices, une bonne pratique où tu dis, voilà, quand j'arrive à faire ça, déjà, c'est pas mal. Alors, il y a un outil qui m'aide, mais c'est la méthode Vitose, qui est vraiment des exercices un peu de respiration et de reprendre. En fait, toute la difficulté de la charge mentale, c'est qu'on est déconnecté de son corps. Oui. Et on est désaligné.
Oui, En fait, tout notre exercice, c'est de se réaligner oui. avec son corps, ses pensées. Et en fait, c'est l'alignement, quoi. C'est le fameux 1. Eh bien, j'essaie de trouver le temps de voir une praticienne vitose et après de faire les exercices toute seule de mon côté, mais c'est le réseau des récompenses. Mon cerveau, il voit qu'il se sent de mieux en mieux quand il le fait, donc il a de plus en plus envie de le faire. Ou vraiment, pour moi, voilà, si j'avais un truc, ça serait rechercher l'alignement avec son corps. N'oublions pas qu'on est incarné, on est un corps. Et la charge mentale, c'est quand justement on oublie ce corps et c'est comme ça qu'on se fait des ulcères, des choses plus ou moins graves, parce qu'à un moment, le corps, il dit j'en peux plus, quoi. Ouais, Donc voilà mon petit truc. Et ces derniers temps, je l'applique et franchement, ça me réussit. non, mais je suis 200% d'accord avec toi. Je pense même que la période passée, confinée, moins d'interaction, a parfois même encore réduit l'interaction entre le cerveau et le corps, et que c'est de là que proviennent beaucoup de nos soucis de ce qu'on appelle la santé mentale. Et donc, ce réalignement, qui n'est pas forcément dans notre culture, il est très fondamental pour nous. Il est très fondamental à essayer de transmettre à nos enfants, mais c'est un reconditionnement parfois. Et parfois, on part de loin. Et pour la petite histoire, de temps en temps, le week-end, j'essaye d'embarquer les filles dans mes petites pratiques vitosiennes, voilà, pour essayer de les sensibiliser à ça. C'est plus ou moins réussi, mais au moins, c'est des moments sympas. Écoute, je pense que pour avoir moi aussi des enfants, que plus on leur en parle tôt et plus on sème des graines aussi. Ouais. Et qu'ils sachent déjà que ça existe, ça leur donnera peut-être la possibilité de l'essayer le jour où ils en auront besoin. Et en tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour ce partage authentique. Merci Magali, j'espère. Voilà, j'étais ravie en tout cas. Eh ben, écoute, merci à toi. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.